Des questions vont rester sans réponse. Les lieux se chargent de souvenirs et d'émotions. Le travail qui suit est une recherche tout autant qu'une invitation, celle de l'exploration d'un sentiment, l'invitation à le reconnaître et à se vautrer dedans. Les processus de narration et les ressentis peuvent être personnels, mais pas uniquement. Les situations qui nous intéressent se produisent précisément à l'intersection du lieu et du souvenir, de la réalité et de l'imaginaire. Ces espaces entre deux, interstitiels, ces entre-espaces font émerger des fantômes, des nostalgies, parfois des mélancolies. Des situations intermédiaires entre dedans et dehors se créent, des fictions se déploient, du sens apparaît. Cette excursion dans les mémoires, cette recherche de l'imprégnation du souvenir par le lieu, déploie les images de la mélancolie douloureuse des longues après-midi d'enfance. Il y en a moins que délicieux, hein? Ah, mais moi j'aime bien Valgarde, mais alors ils font des travaux, c'est pénible, hein? J'ai traversé l'autre jour. Mais oui. Ah oui. Nous poursuivons l'idée d'une ambiance et de ses déplacements. Nous traquons les prolongements d'une atmosphère et ses impacts sur la réalité. Dans le même temps, nous retournons des petites pierres sous lesquelles se dissimulent peut-être des fragments de vérité. Écoute. Ici c'est calme parce que j'ai même pas la télé. Enfin, ben voilà. Moi dans ma chambre, je fais la télé. Ah ben moi c'est ce que je fais. Tous les soirs je monte à 8h30 dans mon lit et je m'allonge. Ouais, je suis obligée de toute façon. Ouais. Lors d'un déménagement, que fait-on du reste, de ce qui n'est pas emballable et que l'on porte aussi sur soi, dans la poitrine? Que fait-on des strates de souvenirs et d'émotions qui se sont accumulées sur les murs et le plafond? Est-ce qu'on peut les décoller patiemment, comme on le ferait d'un papier peint, et les emporter avec soi dans un petit tupperware? Les fantômes hantent-ils un endroit parce qu'ils l'aiment? Est-ce que la vue que l'on a depuis une pièce s'accroche petit à petit aux fenêtres, déteint sur les carreaux, coule le long des vitres comme de la condensation? Si l'on change la fenêtre, si elle se casse, le paysage s'altère-t-il? Les maisons hantées existent-elles? Afin que les lecteurs et les lectrices n'aient pas trop l'impression que l'on enfonce des portes ouvertes menant à des pièces vides, il nous est nécessaire de réduire ces questionnements à un seul. Cette recherche porte sur le souvenir qui s'accroche, sur la manière dont l'émotion charge un endroit concret, sur la valeur sentimentale des lieux et des objets. Nous dirons des choses du foyer, du domestique, de l'intangible douleur des déménagements et des expulsions, de l'importance des cabanes dans nos vies. Devenu réceptacle à souvenirs, le lieu est chargé de quelque chose d'immatériel, qui finit par suppléer à la réalité. Nous invoquons des ressentis, de l'indéfinissable, dans une mise en lumière de phénomènes qui s'éloignent de l'explicable et qui pourtant touchent au commun. C'est un endroit que l'on construit avec nos mains, avec nos têtes, et dans lequel l'on s'abrite du tourment du monde extérieur.
C'est un lieu clos, avec une porte qui permet de passer d'un monde à l'autre. Il peut y avoir une ou plusieurs fenêtres, mais seulement pour observer, pas pour être vu. C'est dans une maison qu'on est seul, et pas au dehors d'elle, mais au dedans d'elle. La cabane dont nous parlons ici est celle qui permet non pas de survivre, mais d'exister. C'est la cabane volontaire, qui relève du besoin créateur, de l'existence individuelle de chacun et chacune. C'est un refuge contre le monde froid et dur, contre les obligations morales, contre la nécessité. Elle peut être une chambre à soi, une maison entière, un recoin sous la table de la cuisine. Elle est le prolongement direct de l'habitat, une excroissance physique et poétique qui engage une intimité totale avec soi-même. C'est comme si seule cette maison, en m'entourant, permettait ma descente dans la mémoire, mon immersion dans l'écriture. Son opposé, c'est la tente au bord de l'autoroute, mise là pour monter à bord de camions frigorifiques. À l'inverse de la cabane d'enfants, elle nie notre humanité, tant celle de la personne qui y habite que celle de ses spectateurs et spectatrices. Ne pas pouvoir s'extraire de la multitude, échapper à son harcèlement, se soustraire au regard, refermer une porte derrière soi, arpenter quelques mètres carrés où l'on est souverain, souffler, reprendre des forces, faire ses besoins, se laver, se préparer à manger, entreposer en lieu sûr les objets auxquels on tient, c'est ne posséder qu'un vêtement sur les deux qui nous sont nécessaires. Est-il possible que les murs d'une tente donnée par une association un soir et volée par un gouvernement un matin aient une résonance créatrice ? Des souvenirs sont-ils chargés dans des camions de nettoyage, en même temps que des bâches et des piquets ? Ces cabanes-là sont refuges entre les refuges, celui de la survie et du nécessaire. Implantées dans des lieux en marge, des espaces intermédiaires, elles contiennent l'espérance de la sûreté, de l'intimité et du soin. Elles se chargent de tous les regards portés sur elles, ceux de leurs occupants, des habitants qui vivent en marge de ces espaces illégaux, des bénévoles, de la police. Ces cabanes regorgent d'émotions, charriées par l'ensemble d'une société et qui s'échouent au bord d'une mer froide et inhospitalière. Au prisme des mémoires et des lieux, il est important de rappeler desquels nous parlons, de quel point de vue, avec quelle position privilégiée. Ainsi notre recherche ne peut prétendre à l'universalisme, mais en appelle au commun, à la nécessité humaine de poser ses souvenirs quelque part. Il faut quitter le lieu en l'ayant marqué de son passage, et en emporter avec soi un petit morceau, pour qu'il essaime sur un autre lieu. C'est une grande tour avec un escalier en spirale qui occupe tout l'espace. Il y a des paliers en parquet qui obstruent le regard. On ne peut pas voir le sommet simplement en levant la tête. Il faut gravir l'escalier. C'est plein de toiles d'araignée qui rendent tout gris et poussiéreux. La tour est très haute quand on est dedans, plus haute que quand on est dehors. Peut-être que dessous, peut-être qu'au sol il y a une trappe, que sous le plancher gris il y a un sous-sol gris, un sous-sol sombre avec une lumière froide et vive qui rend tranchant les contours des objets. Elle provient de fenêtres sales. Il y a aussi un escalier en bois qui craque. Autour des pièces sans porte, des pièces avec des cartons en bois usés. Aussi toujours une obscurité brutale palpable, qui semble émaner des murs et du sol eux-mêmes. C'est un endroit calme, beaucoup de poussière en suspension, tout est visible et rassurant sous la lumière forte. Il y a un rat gris pris dans une toile d'araignée. La tour est accolée à une maison, très grande avec beaucoup de fenêtres. La maison comme la tour ont des portes doubles blanches, semblables aux portes d'école ou d'hôpital, celles qui ont la sécurité incendie. On peut les voir se refermer les unes après les autres, claquer pour permettre au feu de s'épanouir dans un cadre scolaire, rassurant et sécurisé. On peut voir l'intérieur de la maison de l'extérieur, comme si le plancher était incliné. Ce sont de grandes pièces vides, avec du parquet aux lattes larges.
La maison et la tour donnent sur un jardin en pente, ceint de murs en pierre, avec des bambous et de grands arbres. Le jardin monte depuis l'entrée des bâtiments jusqu'à une dalle en béton, au milieu de la pelouse, sur laquelle se trouve une grande table. Les chambres, on ne les a pas vues. C'est privé. C'est si rare d'avoir quelque chose de privé. Alors on ne vient pas amener notre regard, nos corps dans cet endroit que l'on imagine petit et encombré, sans chaleur. Le foyer est une idée. Il peut être défini comme la partie de l'âtre où se fait le feu, l'espace ouvert aménagé dans une maison pour cuisiner, le lieu où l'on vit, celui où habite la famille, la demeure, la famille elle-même, le milieu familial, le point central, le foyer d'incendie. Qu'est-ce qui entre dans l'élaboration d'un lieu à soi ? Son propre nom sur le contrat de location, les souvenirs que l'on en a, le sentiment de sécurité et d'identité. Le foyer est avant tout un imaginaire spatial. Un bâtiment, un abri ou une maison peuvent contenir un foyer, mais celui-ci est toujours frappé au coin de la culture, du genre et de la classe, de l'identité de ses habitants et de la manière dont ils y vivent. C'est par leur participation active que les occupants définissent et concrétisent le foyer, et qu'ils laissent derrière eux les traces multiples de leur vie quotidienne. Tout comme les cabanes, le foyer est double. C'est le lieu du soin apporté aux membres de sa famille, un endroit que l'on aspire à créer, à installer, et dans lequel retourner le soir venu. Il apporte chaleur, confort et protection, tant par son existence concrète que par la certitude qu'il est peuplé de personnes qui nous ressemblent. Il protège sans enfermer, il donne une substance supplémentaire aux murs de la maison, l'idée d'un chez-soi dans lequel on ne serait pas seul. Et parfois on est réduite qu'à ça, à garder et maintenir les murs de sa propre prison, tandis que la violence provient de l'intérieur. La valeur sentimentale est un attachement que l'on projette, plaque, imprime, imprègne sur un lieu ou un objet. Il existe un rapport proportionnel entre la rareté des choses que l'on possède et l'attachement qu'on leur porte. Un objet qui nous a accompagnés dans les péripéties de la vie se charge de substance et émet un rayonnement particulier. Le temps le patine, les années le cuirassent. Il faudra côtoyer longtemps son misérable patrimoine d'objets pour apprendre à aimer chacun d'eux. Bientôt, le regard aimant posé sur le couteau, la théière et la lampe se transmet aux substances et aux éléments, le bois de la cuillère, la cire des bougies, la flamme. La nature des objets se révèle, il me semble percevoir les mystères de leur essence. Nous pourrions ainsi imaginer une valorisation des objets hors des logiques de production et de consommation actuelles. Une carte postale défraîchie d'un premier amour vaudrait des millions, et un ordinateur flambant neuf pratiquement rien. Nous investirions dans des souvenirs, ferions venir des magnétiseurs pour évaluer la quantité d'affect présente dans nos objets. Il faudrait pour afficher sa richesse et son goût, porter un très vieux pull que l'on n'a pas le cœur de jeter, des chaussettes dépareillées que l'on garde pour qu'aucune ne soit triste d'être mise de côté. Il y a des lieux dans lesquels on observe le jour décliner avec appréhension. Ce sont des lieux sans compteur électrique dans le couloir sous le cache beige, sans interrupteur dans les murs, sans prise, sans douille pendue au plafond. Parfois les murs prennent la forme d'une grande pièce en bois, avec un plafond à poutres et un plancher, et deux immenses fenêtres sans double vitrage, qui sont de toute façon toujours ouvertes. Le plancher est incliné dans leur direction. De l'extérieur on voit le sol, pas les murs. Parfois il y a plusieurs lits, qui sont des matelas posés par terre. Est-ce qu'on a déjà vu ces matelas posés au sol quelque part ?
Il y a des coins sombres, très sombres, un grand escalier sombre en bois qui craque, et un petit sombre qui craque aussi. Et puis c'est un centre d'hébergement dans le nord de la France, un endroit où apparemment avant il y avait des colonies, un centre aéré. Les toilettes sont sales, le sol est de lino jaune très jaune, piqueté d'un motif marron. Il y a des tables à l'intérieur, et on peut aussi aller jouer dehors quand il fait beau. Il y a une maison en pente, comme de grands escaliers blancs avec de très larges marches basses. La seule lumière provient de l'ouverture sans porte, béante, rectangulaire. Il y a des choses disposées sur les marches. C'est un escalier maison, il est habité. Des chaises et des tables, des plantes, des ustensiles de cuisine, des porte-manteaux, des tables de chevet. Chaque marche est une pièce, ou un appartement, mais la grotte blanche s'enfonce dans l'obscurité, sans qu'aucune cloison ne soit visible. On peut saluer les personnes qui vivent là, mais elles se raréfient si l'on descend trop bas. Le mobilier aussi disparaît, c'est trop sombre pour installer quoi que ce soit à cette profondeur. Bientôt il n'y a plus personne. Les marches se sont faites plus hautes et en mauvais état. Le béton blanc s'effrite, devient grisâtre. Personne n'est descendu là depuis longtemps. Les gens vivent en essayant de ne pas fixer le fond de la grotte, en laissant simplement glisser leur regard. Le film, plus que tout autre moyen d'expression, rappelle le mouvement de l'image onirique, notamment dans sa transformation incessante d'une image en une autre, dans son mode de signification qui ne voit le jour que par un système de correspondance, de renvoi, de rythme. Nous sommes ici témoins d'un espace intermédiaire entre rêve et réalité, entre fiction et mémoire. Nous explorons des sites de passage et de traverse, tandis que le film s'élabore en oscillant vers un endroit imaginé un jour, et dont on peine à se rappeler. La fiction ne se crée pas par le scénario, mais dans la conversion d'images réelles en images rêvées, ou images filmées. Tout se déroule en allées, retours et interstices, par les frictions et points de contact entre différentes strates. En rêve comme en vidéo, on passe d'un lieu à un autre avec souplesse. Ce double mouvement est primordial, charger et décharger, lester et délester, alourdir et redistribuer, emplir et désemplir. Et en filigrane, dans ces images même du temps retrouvé, il y a un monde qui déjà s'effondre. C'est difficile de parler d'une maison. On sait ce qu'elle représente quand on l'a perdue, quand on ne peut plus y entrer parce qu'elle n'est plus la vôtre. J'ai toujours ressenti cette souffrance par rapport aux maisons que j'ai habitées, de les revoir et de ne plus pouvoir y entrer. Et la mélancolie de me dire, ce n'est pas la peine d'y entrer, puisque tout y sera changé, que j'en voudrais aux nouveaux occupants. Chaque fois que je suis retournée là où j'ai vécu, j'ai pensé que c'était une erreur. Il faut se contenter de la mémoire, c'est là où sont réellement les choses, nulle part ailleurs. Le déménagement est l'action de transporter des meubles, des objets à une autre place, de changer de domicile. On déménage également son corps et sa mémoire. On se réveille et on se rendort dans un endroit nouveau. Avons-nous des rêves transitoires durant la période d'adaptation, pendant le temps où l'on ne comprend pas les bruits du sommeil, la manière dont la lumière de la rue arrive sur l'oreiller? Comment emporter ces souvenirs avec soi et les emmener dans un autre lieu? Ils sont attachés au mur, aux objets dans une pièce spécifique. Dans nos têtes gravite encore toute l'ambiance et l'odeur d'un lieu. Nos rêves mêmes sont désorientés. Et puis on s'habitue, on comprend notre nouvel environnement. Une nouvelle étrangeté s'installe, celle de revenir dans une maison dans laquelle on a vécu, de passer devant en voiture peut-être, d'aller récupérer une facture arrivée là par erreur. On retrouve ses souvenirs, mais ils sont en inadéquation avec la nouvelle réalité.
Les tentes ont été détruites ou emportées l'autre jour. J'ai vu des images sur internet, je peux vous en montrer une. Avant, il y avait des tentes. Moi, quand j'étais là, il y en avait moins, mais il y en avait quand même. Ça sent le feu de bois. Tout le souvenir est attaché à cette odeur de fumée qui évoque les barbecues en famille le dimanche. Sentent la fumée les cheveux, les vêtements, la peau. Un appartement tout en haut d'un immeuble blanc aveuglant, avec un balcon très large qui en fait le tour. Lui aussi est blanc, trop blanc et sans rebord. Le regard plonge directement dans le vide, vers la rue grise très loin en bas. Une deuxième fois ce lieu vient, cette fois-ci une chambre. Comme avant, le soleil tape très fort. La chambre est étouffante, l'air vicié et immobile. Pour pouvoir ouvrir les fenêtres, il faut enlever l'ensemble du mur qui est fixé par une fermeture éclair. Le lit, un matelas sans drap posé par terre, se retrouve si près du vide déchirant qu'il faut remettre le mur en place. En retrouvant la pénombre rassurante, on retrouve l'air irrespirable, et c'est ainsi toute une nuit d'insomnie sous le soleil brûlant, passée à enlever et à remettre le mur de la chambre d'amis. Nous, on dort dans des caravanes, le sol est en lino, les murs sont fins, la cuisine en plastique, les canapés en contreplaqué défoncés. Pas loin, il y a la mer, juste au bout du chemin, mais la plage est tellement grande qu'on ne voit pas l'eau. Un appartement bourgeois dans lequel plus personne ne vit, c'est un héritage familial. Dans le hall d'entrée, il y a un plafond en verre, une verrière dorée qui déverse de la lumière dorée. Il y a des plantes tropicales dans un grand bac en granit blanc. Des palmiers montent jusqu'au plafond haut, et ça sent bon comme dans une serre. Un escalier blanc et or longe le mur rose. À l'étage, 2 chambres, dont une avec une baignoire en plein milieu. Rose elle aussi, mais plus encombrée, plus floue. Un système de paravents à lamelles, parfois couleur bois, parfois multicolore, peut se déplier manuellement pour cacher les lits et la baignoire. Il n'y a pas de fenêtre, mais de la lumière partout. Au bout d'un couloir, il y a une porte en métal, qui est restée ouverte. Le plafond disparaît à un certain moment, la porte en métal ouvre sur le toit de l'immeuble en béton gris. Il y a des bacs à fleurs, un jeu de marelles peint au sol, des platanes. C'est une cour d'école en été. Il y avait un corps dans la baignoire, un corps renversé, les yeux révulsés, couvert de sang très rouge, les cheveux qui gouttent par terre. Le corps a disparu, le sang aussi, l'appartement sans la fleur. Je sais ce qui s'est passé. Je prétends chercher des indices, mais je sais tout, j'étais là. Je fais semblant de ne pas savoir, de ne jamais être venu ici. Si notre recherche s'élargit, change de paradigme, la nostalgie n'est plus qu'un luxe. Portée dans d'autres lieux, elle perd l'odeur douceâtre de la lavande pour exuder celle des feux de plastique et de la boue de l'hiver. La maison détruite, c'est à la fois celle que l'on quitte et celle qui n'existe plus, celle que l'on détruit en pensée parce qu'on ne vit plus dedans, parce qu'il faut se projeter dans autre chose, et celle qui est rasée et dont l'absence nous laisse béants. Nous nous demandons ce qu'il advient des personnes qui vivent dans les décombres de leur maison, du déroulement de leur processus de nostalgie. Comment se comportent nos émotions quand l'on peut voir à travers les pierres éboulées l'existence passée ? L'espace entier ne cesse de palpiter et de trembler, les murs se fissurent pour aussitôt se fondre les uns dans les autres, les planchers se fragmentent et se tordent, le plafond est soudain lacéré par des griffes invisibles, les moulures se fendent, les fils électriques claquent. Pire, la cendre noire d'en dessous s'étend comme de l'encre d'imprimerie sur toute chose, transformant chaque recoin, pendule et couloir y compris, en une horrible obscurité. La maison détruite interrompt toute la réflexion. Le souvenir ne peut plus s'accrocher nulle part. On ne peut plus rêver. Pourtant, la cabane, la maison, la tente, l'appartement ne sont plus des habitats, mais existent comme support à la nostalgie.
Elle est définie comme un état de tristesse causé par l'éloignement du pays natal, un sentiment de regret de temps ou de lieu devenu lointain, auquel on associe des sensations plaisantes a posteriori. Ce manque est souvent provoqué par la perte ou le rappel des lieux passés, par l'éloignement spatial et la vieillesse. Elle se situe à l'intersection entre lieu et souvenir, entre douleur de la perte et plaisir de la réminiscence. L'objet est absent, mais notre attention est tout entière à sa commémoration. La douleur est douce, car elle prétend que le passé était mieux que le présent, et le fantôme apparaît sans violence dans un lieu qu'il ne parvient pas à quitter. Sa souffrance vécue démultiplie-t-elle l'effort indispensable pour partir ? En augmentant l'énergie nécessaire à la conversion d'un événement douloureux en image plaisante, la trace de la personne s'imprime-t-elle plus durablement dans un endroit ? Cette énergie de la nostalgie qui crée des fantômes, qui étale des paysages entiers dans le brouillard, rend le retour au lieu insoutenable. Malgré les efforts surhumains déployés pour la maintenir en place, notre souvenir sera toujours plus beau et étrange que la réalité passée, et à trop essayer d'y revenir, on finit par se perdre soi-même. Ce n'est pas un reflet à proprement parler, c'est la déformation des images et de la réalité quand on est sous l'eau. C'est cet instant où l'on voit les corps flous nager au-dessus de soi quand on est allongé au fond de la piscine. C'est celle de la rivière-lac de forêt, cet étang de feuilles mortes qui bouge imperceptiblement. Dans le sous-bois, l'eau est trop gorgée d'arbres pour se mouvoir, trop chargée de feuilles de forêt pour pouvoir avancer. Le reflet est trop dense, trop épais. On ne se baigne jamais dans cette eau morte. Avoir les poumons pleins d'eau, le corps entier traversé par la trachée, la terre sombre qui rentre dans la bouche, la terre claire dans laquelle on peut planter des hortensias. C'est joli, mais ça fait un peu mamie, tu trouves pas ? Les murs des maisons transpirent quand il fait chaud, l'air qu'ils contiennent est chaud. L'air d'une maison de pierre est frais durant l'été brûlant. Au salon, l'air sombre rentre dans le nez et couvre les yeux trop habitués à la clarté de l'extérieur. L'air qui sort de tes poumons remplit toutes les pièces de mon appartement jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Il faut beaucoup inspirer, expirer pour recycler entièrement l'air d'un lieu, pour le changer en extension de ses propres poumons. La pièce est comme un poumon géant qui se gonfle et se dégonfle. La maison est un système respiratoire. Quelle serait l'odeur de l'air d'un lieu dans lequel une même paire de poumons aurait inspiré, expiré pendant des années ? Combien de mains faut-il apposer sur un mur en pierre pour parvenir à le rendre tiède ? L'air ne sort pas vraiment du plafond. L'eau ne suinte pas vraiment des murs. On respire de l'eau, on mange de la terre. L'air du vent qui gonfle et fait trembler la tente, et réveille en permanence. L'air froid qui en hiver fait se coller les vêtements à la peau. C'est un cracheur de feu qui a bu de l'eau toute la nuit. C'est une terre noire qui s'enfonce sous les pieds et qui expulse de l'air quand on la presse. Une maison qui fume, une maison qui pleure, une maison qui dort, et puis c'est fini.